c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va attaquer aujourd'hui une vidéo sur ETH, la crypto-monnaie d'Ethereum, le numéro 2, la numéro 2 comme vous voulez, de la crypto-monnaie, celle qui a réussi une première, qui est le passage en Proof of Work, enfin de Proof of Work à Proof of Stake, donc The Merge, qui a eu lieu donc en septembre, il y a quelques jours. Je vous ai fait une vidéo suite à The Merge où je vous ai expliqué en amont déjà ce que c'était, ensuite ce qui allait se passer par la suite, et là on va faire un point réellement avec justement une dizaine de jours qui se sont écoulés depuis The Merge, voir comment le cours s'est construit, ce qui s'est passé exactement et comment ça s'est déroulé un petit peu après. Alors, on va faire un petit point tout de suite sur Ethereum, comprendre bien ce qu'est Ethereum. ETH, c'est une crypto-monnaie qui a pour vocation de créer de la programmabilité sur la blockchain. C'est vraiment essentiel, c'est le but d'Ethereum. Ethereum, c'est l'ordinateur partagé de la blockchain. C'est ce qui permet d'effectuer des transactions compliquées, de faire de la programmabilité. Ils ont inventé ce qu'on appelle l'EVM, donc qui est Ethereum Virtual Machine, donc qui est une machine virtuelle spécialisée dans la compilation des smart contracts, donc smart contracts qui sont les contrats intelligents, donc qui sont les bouts de code qui permettent d'effectuer les transactions, et c'est vraiment le principe même d'Ethereum, et ce pourquoi Ethereum a été créé, c'est offrir de la programmabilité à de l'argent numérique ou à des transactions. C'est écrit sur leur site et c'est défini comme ça. Et leur but principalement, c'est de donner les moyens à la finance de se décentraliser, ce qu'on appelle la DeFi, D-E-F-I-I, pour Decentralized Finance, où justement, à travers les smart contracts, donc cette partie de programmabilité, on peut justement définir des éléments contractuels sur lesquels on peut effectuer des transactions. Par exemple, le cas de l'assurance, le cas d'un achat, le cas d'un prêt, bien évidemment, on met des collatérales. Par exemple, je dépose mes bitcoins et on me prête de l'argent pour l'équivalent de mes bitcoins, minus justement une norme de réserve sur lequel je sais que je peux potentiellement perdre mes BTC. Mais on supprime en fait cette notion d'intermédiaire qui est la banque, sur lequel on a tout qui est automatisé et décentralisé. On ne dépend pas de quelqu'un et tout ça c'est permis par Ethereum. Ethereum qui, en l'occurrence, à travers Solidity, donc qui est le langage de programmation qui a été inventé pour, permet d'avoir toute cette notion de programmabilité qui va encore plus loin avec par exemple les NFT, et les Soulbound Tokens, donc qui sont les derniers nés d'Ethereum, qui sont en fait des technologies supplémentaires qui se greffent et qui offrent des choses totalement aberrantes en termes d'avancées technologiques. Les NFT, alors tout le monde a l'idée du pixel art sur lequel je fais un rond et je dis que c'est un NFT. Non, sans parler de ça, le NFT c'est quoi ? C'est une forme d'identification numérique, d'unicité d'un objet numérique. Chose qui n'existait pas avant. Il faut bien avoir conscience, c'est qu'avant, le CTRL-C, CTRL-V existait bien, la duplication existait bien, et donc déterminer lequel est l'original était impossible. Maintenant, avec le NFT, c'est faisable parce que justement, il est non fongible, et c'est ce qui lui donne son unicité et sa force. Si vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer, Ethereum, c'est quoi ? C'est l'avancée technologique de la blockchain. C'est ce qui offre la programmabilité de tout ce que l'on peut voir maintenant au niveau des blockchains. S'il n'y avait pas eu Ethereum et les smart contracts, justement la blockchain n'aurait pas autant d'utilité que maintenant. C'est principalement ça qui a donné la valeur de la technologie blockchain. Il faut dissocier un petit peu les deux. Il y a Bitcoin, qui est plus une essence réelle d'utilisation monétaire et en même temps toute la connotation cyberpunk qui est derrière, et c'est l'origine, c'est vraiment la notion de réseau décentralisé, sécurisé, avec un transfert monétaire limité, une couche de programmabilité qui est quand même très faible, et à côté, on a Ethereum qui est dans une schématique totalement différente, qui veut apporter les briques fonctionnelles pour construire des cas d'utilisation, et clairement, quand on comprend un petit peu les deux sont, ont leur propre utilité, et les deux veulent la même chose, c'est l'adhésion des crypto-monnaies de la blockchain, en général, sauf que c'est deux blocs séparés. Bitcoin, ça va être plus l'impact monétaire et sociétal, alors que Ethereum, ça va être plus l'impact use case, donc utilisation, mise en
place d'une forme d'utilisation de la blockchain dans l'utilisation de tous les jours. Et c'est vraiment ce qu'apporte Ethereum. Du coup, Ethereum a fait son merge le 15 septembre, et l'événement très important, parce qu'avant il était en Proof of Work, et il est passé en Proof of Stake, donc un changement de consensus qui s'est très bien passé, qui a été retardé de multiples fois, mais qui a enfin été passé, qui a des avantages et des désavantages en fonction des personnes que vous avez. Moi, personnellement, je trouve que ça a un avantage la notion de Proof of Stake d'ordre général. Et ensuite, ce qui est pour moi important dans The Merge, c'est que c'est le début. C'est le début de plusieurs choses, c'est le début du reste de l'avancée. The Merge est juste le premier pas qui était essentiel pour construire le reste des fonctionnalités d'Ethereum, avec The Surge, avec The Splurge, enfin globalement ils ont toute une série de mises à jour qui ont déjà commencé à être développées depuis longtemps et qui vont pouvoir s'enchaîner pour pouvoir augmenter les performances d'Ethereum et d'avancer, enfin en tout cas de permettre à Ethereum d'exploser vraiment en termes de fonctionnalités. Ensuite, l'autre gros avantage, c'est que on passe d'Ethereum qui était hautement inflationniste, parce qu'il fallait bien rémunérer les mineurs, donc il fallait créer des Ethers, en l'occurrence entre 14 et 16 000 par jour, on a divisé par quasiment, enfin on a diminué par 90% de ces Ethers. Maintenant on en produit entre 1400 et 1600 Ethers par jour, ce qui est vraiment une grosse diminution de la masse en fait, de vente, de la pression de vente, d'Ethereum. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir sur le long terme, et on va le regarder d'ailleurs tout de suite sur la partie technique. Avant ça, petit rappel, le Discord est à disposition, c'est un endroit que j'ai créé vraiment pour être un hub d'information, pour être un hub de partage sur lequel on partage toutes les informations, et on centralise l'information sur la blockchain, la technologie de la blockchain, la crypto-monnaie, l'investissement et le trading dans le général. Et en plus du Discord, on a mis en place aussi une partie premium avec plein d'avantages, comme par exemple plus de contenu, plus de formation, plus de stratégie, plein de guides, plein de formations, plein de lives par mois, plus bien évidemment des briefs journaliers, des signaux, il y a plein de choses qui sont mises en place, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à vous renseigner sur le Discord. Déjà, le Discord regorge d'informations, et à côté, on a le premium qui est pour aller plus loin derrière. Alors, ceci étant dit, on va attaquer Ethereum directement sur le point de vue technique, et on va ensuite parler de la notion de pression monétaire et chute de pression monétaire, avec notamment le passage en Proof of Stake. Alors déjà, en termes de technique pure, nous sommes dans une schématique Heliotis qui s'est terminée sur la dernière impulsion en novembre 2021, vague 1, vague 2, 3, 4, 5, Heliotis, retracement A, B, C, qui est en cours. On va juste, retirer A, B, C, qui est en cours, et sur lequel nous avons un début de fin qui s'est structuré, et on va aller zoomer un petit peu ce qui se passe ici, pour plusieurs choses. Déjà, on va juste retirer ça, parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que là, ici, on a une accumulation de Wyckoff qui s'est mise en place, qui s'est structurée. À savoir qu'en plus, on a une réaccumulation de Wyckoff, donc grosse pattern, qui est BC AR ST, donc Buying Climax, donc l'arrêt de la tendance haussière, le retracement automatique rallye, et ensuite le secondary test, qui par contre a pris la liquidité du BC, donc on est dans une réaccumulation, quelque chose qui part de façon, quelque chose d'accélération, et dans le général, on est dans quelque chose qui est bullish pour Ethereum. Avant d'attaquer cette partie-là et cette analyse-là, petit rappel, nous sommes en dessous des 618, on est en dessous des 2000$ pour de l'Ethereum, on est dans une zone de rechargement long terme. On sait que c'est quelque chose qui est très intéressant et qui va être utile, en tout cas si vous avez bien compris mon laïus de présentation fondamentalement. Donc c'est une zone qui est intéressante, si vous êtes intéressant par ce type d'actif, de pouvoir stacker et accumuler. Personnellement, c'est ce que je fais déjà depuis un certain temps et que je continue à faire continuellement, à travers de la DCA. Alors, au niveau de cette partie, justement un peu plus ciblée, nous avons ici une accumulation de Wyckoff qui s'est terminée par un break-off structure avec une accélération haussière. Accélération haussière notamment pour l'anticipation de The Merge, jusque, en même temps on a eu un emballement, une réaccélération haussière qui s'est faite très forte en août, et ensuite on a une décélération qui s'est faite en 2 temps, donc très bien, sur lequel on retrouve bien une pattern en 3 temps, 1, 2, 3, cassure baissière, sur lequel on est dans un objectif de 886 qui n'est pas terminé à mon avis. Le 1 est avisé, en tout cas le 1 pour 1 d'extension de Fibonacci qui serait à 1186, et si on regarde d'ailleurs rapidement, parce que je l'ai retiré sans faire exprès, c'est pas ce que je voulais faire. Enfin, on va juste tirer un ratio de Fibonacci
de retracement, histoire de voir un petit peu où on est un peu dans une zone entre deux, d'accord? Donc pour moi, potentiellement, on irait chercher ici le 1, voire le 1.1. Le 1.1, c'est-à-dire 10% d'extension, sur lequel on irait en même temps chercher le 786, qui serait à 1126. Alors par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois, il faut comprendre que, d'ordre général, c'est normal d'avoir une pression baissière maintenant, pour plusieurs raisons. C'est que, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté ici, ou acheté durant toute cette accélération haussière, pour The Merge. Plusieurs raisons. C'est que, beaucoup pensaient qu'à l'accélération de The Merge, enfin, à l'arrivée de The Merge, on allait avoir une accélération très forte. Personnellement, je pensais qu'on allait mieux performer, qu'on allait redépasser les 2000. Ça ne s'est pas fait, mais beaucoup pensaient qu'on allait aller, notamment, attaquer les 3000, sans avoir de retracement. Donc forcément, on a une personne qui ont vendu, on a une prise de profit massive, et à côté, on a eu des clusters de liquidation qui se sont effectués. Clusters de liquidation par rapport à des gens qui ont beaucoup acheté en levier. C'était un événement sur lequel il y a eu énormément de leviers qui ont été mis en place, que ce soit à la vente ou à l'achat. Majoritairement, à l'achat, étant donné que c'était quelque chose qui était plutôt bull, avec derrière un Ethereum qui réussit The Merge avec potentiellement des targets qui étaient à 2004, 3000. Là, ça ne s'est pas passé comme ça pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut comprendre que beaucoup de mineurs pensaient que The Merge n'allait pas se passer. On a eu justement beaucoup de mineurs qui sont restés dessus, jusqu'au dernier moment. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Les mineurs n'ont pas forcément vendu leur X, donc leur outil de production, ils sont en train de miner des choses plus ou moins rentables, voire même pas du tout, et ils sont obligés de liquider une partie de leurs Ethers, donc on a cette pression vendeuse des mineurs, et qu'on voit déjà, il y a des analyses on-chain qui sont en train d'être faites, sur lesquelles on voit qu'il y a une diminution et une liquidation des mineurs, des Ethers, des mineurs, pour pouvoir subvenir à leurs frais, soit parce qu'ils sont en train de miner autre chose en attendant d'essayer de chercher ce qui peut se passer, ou tout simplement ils sont en attente de vente des rigs, et donc derrière il y a une partie de coût sur lequel ils sont en train d'encaisser, de cash out une partie. Donc il y a quand même une grosse part de liquidation qui s'est effectuée. Donc on a une pression vendeuse liée aux personnes qui ont pris leurs bénéfices ici, des personnes qui ont acheté ici et donc qui ont capitulé, plus derrière les mineurs qui sont en train d'appuyer sur le cours, sur lequel on a à côté des liquidations, donc tout simplement logique, liquidation, pour plusieurs raisons. Liquidation déjà, de ceux qui étaient en longue, ok, mais pas que. On n'oublie pas que Ethereum, c'est quelque chose qui est c'est le token le plus utilisé dans la collatérisation de la DeFi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un prêt en DeFi, Ethereum, je le positionne comme asset collatéral, donc je le dépose en disant que voilà, si jamais son prix descend plus bas que le montant de mon prêt, il s'est vendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voit des bougies comme ceci, on sait qu'il y a eu une accélération liée à de la liquidation, et c'est quelque chose qui est automatisé, c'est les AAM, c'est les Automate Market Makers, sur lesquels on a cette gestion et cette vente automatique d'Ethereum. Donc forcément, on a une accentuation de la pression baissière. À côté, on rappelle qu'Ethereum surperformait depuis déjà un certain temps, donc on a un réajustement aussi de ce côté-là, et ce qui est normal, ce qui est logique. Personnellement, je pensais qu'on n'avait pas forcément cassé ce niveau ici, je vous l'avais dit la dernière fois, pour moi les 1400 me semblaient un petit peu fort à casser, sauf qu'on voit qu'on les a bien perforés, et on est allé retravailler cette zone-là, ici, ce top-là, sur lequel on est en train de confirmer que potentiellement, si on break ici, ça veut dire qu'on est en train de faire en 2 temps, donc on est en train d'aller chercher potentiellement ces 2 targets-là, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Est-ce qu'on peut descendre beaucoup plus bas? Si on va descendre beaucoup plus bas, ça veut dire qu'on décide de descendre beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'il y a une attaque baissière qui est en train d'être structurée, ou que derrière, on a un événement de surcollatérisation qui est en cours, donc des clusters de liquidation très fortes, qui auront lieu. Il y a encore beaucoup de liquidités qui se trouvent sur Ethereum, beaucoup de personnes qui sont en attente, mais en tout cas, c'est une belle opportunité que beaucoup ont pour racheter de l'Ethereum, pour réaccélérer à la hausse. Pour plusieurs choses. Déjà, première chose, c'est que, comme je vous ai dit, on a une diminution du nombre d'Ethereum qui sont créés, voire même, des fois, déflationnistes en fonction du nombre qui sont stackés et de la volumétrie de transactions. Ce qui est important à retenir, c'est que, déjà, ça veut dire que tous les jours, on aura moins d'Ether qui tombera. Donc là, on est en train de liquider, en fait, le passif. C'est le même principe, on a un stock, on a le stock qui se remplit beaucoup plus doucement, mais il faut le temps que ce stock diminue. C'est le même principe, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc il faut juste être patient, structuré, et dans tous les cas, on sait qu'Ethereum porte une grosse partie de l'utilisation et de la démocratisation de la blockchain à travers les use cases. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain, et ensuite, on a
un modèle économique qui s'est structuré, qui est beaucoup plus intéressant qu'avant. Donc pour moi, on est bien dans une schématique de grande vague 1 éliotiste ici qu'on retrouve jusqu'en top d'une vague 1 qui serait donc le top de la 5, retracement de la 2, réaccélération, pour potentiellement une vague 3 impulsive, qui aurait une accélération, en tout cas on a une target de 1,618 nombre d'or d'extension, target habituel d'une grande vague 3 éliotiste, à 8500. Bon, pourquoi pas aller chercher plus haut, et quelque chose qui, en effet, va pousser, pour plusieurs raisons, encore une fois, c'est que on est sur quelque chose qui est à la limite du déflationniste, et qui va passer déflationniste en fonction de la volumétrie de transaction. Il y a plein de vecteurs qui rentrent en compte, le nombre de stackés, la volumétrie de transaction, globalement, il y a des choses qui sont en train, qui déterminent en fait la partie déflation, et la partie de burning des Ethers, mais on a quelque chose qui, en termes d'économie, est très intéressant et qui gagne en valeur continuellement. Parce que le passage en proof of stake, qu'on décide ou non que c'est moins bien que le proof of work, que c'est centralisé, globalement il y a une confrontation très forte entre le proof of work et le proof of stake. Personnellement je trouve que les papiers qui ont été rédigés notamment par Vitalik et lors des différentes conférences pro BTC, donc pro proof of work et pro proof of stake, on voit quand même qu'il y a une forme d'équilibrage qui se fait entre les deux, il y a du bon pour les deux, il y a du négatif pour les deux, et il faut arriver à en tirer. Le négatif qu'on pourrait retrouver, c'est que potentiellement, il y a une centralisation de la délégation des Ethers qui est validée à l'heure actuelle, sur lequel on a 3 gros acteurs, oui, mais ça aussi, c'est le temps que ça se normalise, ça va prendre du temps, c'est logique déjà, il y a beaucoup de personnes qui pensaient pas que le Proof of Stake allait fonctionner, que le merge allait fonctionner, que ça allait se gameler tout de suite après. Enfin, globalement, il faut le temps que ça se normalise un petit peu comme là, le stock se fasse. Donc, il faut donner le temps au temps, et donner le temps aussi, bien évidemment, à Ethereum qui puisse se construire et partir à la hausse. Et à savoir que Ethereum est utilisé et sera utilisé par globalement toute application qui utilisera une grosse partie smart contract, en tout cas s'appuiera sur la technologie d'Ethereum, et donnera justement de la valeur à l'Ether, qui est la représentation d'Ethereum. Et c'est aussi l'idée que j'en ai là-dessus. Personnellement, j'aime beaucoup Ethereum, j'aime beaucoup BTC, pour moi sont équivalents, je ne suis ni Ethereum maximaliste, ni BTC maximaliste, je suis un peu des deux, parce que je considère qu'ils sont différents l'un de l'autre, et font partie justement d'un portefeuille équilibré, à partir du moment où on comprend un petit peu ce qu'on fait, et qu'on comprend aussi l'intérêt qu'a Ethereum, comme on comprend l'intérêt qu'a Bitcoin. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolist.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.